toujours, en anglais ils disent, c'est pas l'important c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais, tu vois. Et ça c'est vrai qu'en crypto ça marche beaucoup comme ça. Il faut que tu connaisses du monde parce que c'est eux qui vont t'offrir les potentielles opportunités. Et il suffit de connaître la bonne personne qui connaît la bonne personne, et tout de suite tu peux créer des choses incroyables. J'ai souvent réussi parce que, tu vois, même sur des petits détails, mais juste parce que quand j'aime un truc, je me bute dessus et jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que la crypto, c'est à la fois le meilleur milieu et le pire. Bonjour et bienvenue sur Proof of Story. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir Joestar comme intervenant qui va nous raconter sa transition vers la crypto, mais qui va également nous donner quelques conseils et qui va nous expliquer ses vues sur le marché. C'est une toute nouvelle chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, mettez en commentaire si vous voulez voir un intervenant français que j'aurai le plaisir de pouvoir interviewer. Et puis bon visionnage. Merci à vous. Salut Joestar, donc bienvenue sur Proof of Story. Très contente de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc tu es la première personne que je vais interviewer. Donc pour t'expliquer un peu le concept, on est ici pour parler de toi, de ce que tu faisais avant la crypto, donc de qui tu étais et comment tu es passé full-time un peu le parcours. Donc, euh, donc voilà, la première question, c'est qu'est-ce que tu faisais avant la crypto, un peu ton parcours scolaire, est-ce que tu travaillais, voilà, est-ce que tu avais déjà un rapport avec la crypto ou pas du tout, rien à voir? Non, rien à voir, même avec l'économie en général. J'ai fait des études S, après je suis parti en STAPS, sport, et puis j'ai laissé tomber, j'ai juste fait ma vie en faisant des missions en Suisse ou dans des pays où ça payait bien pour mettre de côté et puis voyager. J'ai beaucoup voyagé entre 20 et 30 ans. Et c'est justement dans ces moments-là où j'avais pas grand-chose à faire dans les montagnes suisses que je me suis intéressé à la crypto. Enfin, je connaissais depuis 2020, mais je connaissais comme un retail. Je connaissais pas vraiment tu vois, ce sur quoi j'investissais, tout ça. Donc j'ai vraiment pris le temps, j'ai essayé de comprendre. Et de là, en fait, je suis allé dans un taille du lapin. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé là où j'en suis, quoi. Ok, ok, d'accord, donc vraiment rien à voir. Et c'est à partir de quel moment que tu as vraiment, 2020, c'est ça, hein, tu t'es vraiment intéressé à la partie crypto? Non, 2020, vraiment, c'est découverte de la crypto, Bitcoin. J'ai fait le dernier cycle sur Binance, tu vois. J'avais ma première TX on Chain, c'était peut-être 2023. Donc, je considère que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la crypto 2-3 ans plus tard, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, donc assez récemment finalement. Et qu'est-ce qui t'a plu là, enfin, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans pour te dire bon je lâche ce que je fais actuellement et je vais essayer de faire ça à 100%. C'était quoi? C'était la volatilité, c'est la technologie, voilà, Bah, qu'est-ce qui t'a plu? c'est un peu l'excitation d'être dans un milieu qui évolue très rapidement et t'as un peu toujours ta place à jouer là-dedans, essayer de comprendre où est-ce que ça va aller, qu'est-ce qui est pertinent. Il y a un peu ce côté début d'Internet qui me plaît énormément. C'est vraiment l'excitation de se lever le matin et se dire, OK, aujourd'hui, ça va être encore différent. Et voilà, et cette palpitation, cette ébullition qui me plaît beaucoup. Et moi, j'ai juste envie d'avoir participé à ça, avoir mes théories sur ce qui va se passer plus tard, même si personne ne sait, c'est quand même hyper excitant de se demander. Donc c'est vraiment ça qui m'attire, tu vois. C'est mon côté un peu. J'aime bien l'aventure et je trouve que c'est un peu une aventure digitale ce qui se passe actuellement sur la crypto. C'est pas du tout où ça va, mais c'est hyper intéressant à suivre. Oh, ok, je vois. Ouais, ouais, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Ok, ouais, c'est très intéressant. Et du coup, tu t'es lancé à partir de quand à 100%? C'est-à-dire vraiment, tu t'es dit, j'arrête ce que je fais et je me lance là-dedans 100%, et puis on va voir ce que ça donne. Ça fait déjà un petit moment. Ouais, on est en décembre, ça fait 14 mois, quoi. Ça fait un peu plus d'un an. Ça a été un peu le top du marché, quoi. C'était octobre dernier, où Ouais, en fait, il y a un moment où je considérais que je gagnais pas mal d'argent quand même en Suisse, mais avec tout ce qui se passait à l'époque, j'étais presque perdant parce qu'en fait, tu avais tellement d'opportunités en 2024 euh, que du coup j'ai arrêté. Puis je voyais que je commençais à avoir un peu de la voix sur le CT, quand je commençais à être un peu connu, même si c'était encore que le début. Et du coup, je me suis consacré à fond dans cette voie, quoi. Et je me suis dit autant. En plus, moi, j'ai fait des économies. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, donc je peux me permettre de mettre un bout de ma vie de côté et tenter l'expérience, même si
c'est pas facile. J'ai pas peur de me lancer comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc, t'as travaillé, t'as pu mettre de côté, et puis après, tu t'es dit, c'est le moment où, pour passer plus de temps. Ouais, je comprends, parce qu'après, quand on a un boulot à côté, comme tu dis, quand c'est en pleine effervescence, donc comme l'année dernière, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je m'étais dit un peu la même chose. Et là, maintenant où c'est un peu plus calme, et ben, c'est limite l'inverse. On a plus de temps de faire autre chose à côté. Mais ça, malheureusement, on peut pas vraiment timer le marché, de savoir quand est-ce que ça explose, quand est-ce qu'on a besoin d'être devant son ordinateur, et ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, après, ma tech, tu vois, c'est que là, c'est vrai qu'il y a moins de choses à faire, mais la crypto, c'est tellement un sujet large que tu peux toujours trouver de quoi grignoter, tu vois. Là, en ce moment, moi, je m'entraîne beaucoup sur le farming de Perbdex et de Fundings, et c'est tout un pan encore qui est à découvrir. Peu importe où tu vas trouver des trucs où tu vas pouvoir apprendre des choses, et même dans les périodes où il y a le moins de monde, et en plus, c'est les périodes où il y a le moins de compétition et où tu peux te fabriquer un edge assez bien. Donc voilà, ça va en vrai. Ok, intéressant. Donc là, tu farmes plus tout ce qui est perps, et tu étais vraiment à fond dessus. Ok, d'accord. Bon, on va en reparler un petit peu après, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à gagner ta vie en crypto, ou est-ce que tu vis de tes économies? Ça marche comment? Est-ce que tu te fais des petits trades à droite à gauche? Euh, comment tu fais? Ou alors est-ce que c'est les économies que tu as eu avant? Ouais, bah ça dépend des mois. Il y a des mois où c'est les économies, d'autres où c'est moi qui gagne. Je suis pas trop mauvais à détecter des petites perles, notamment sur Solana, sur certaines narratives. Quand c'est le moment, quand le marché va bien, bah je peux en profiter et mettre pas mal d'argent de côté. Quand ça va mal, bah là je touche à rien, je me casse. Donc dans ce moment-là, je vis un peu sur mes économies. Et puis il y a le fait que comme je suis, je dirais le mot influenceur, hein, je peux dire créateur de contenu, mais pour moi c'est la même chose. Euh, j'ai de temps en temps des opportunités qui me permettent de mettre beaucoup d'argent d'un coup. Mais c'est une fois et tu sais jamais quand ça va revenir, tu vois. C'est des events qui sont un peu aléatoires. Et tu vois, là, récemment, j'ai gagné un Fibonacci, c'est un NFT sur Megaif. Et ça, je sais que ça va me rapporter plus tard. Pour le moment, ça me permet pas de manger. Je sais que plus tard, ça va me rapporter. Mais c'est le fait d'avoir été actif et de pas avoir laissé tomber qui me D'accord. permet, tu vois, d'avoir ce genre d'event. Ouais. D'accord. Donc là, par exemple, quand tu parles du NFT, c'est le fait d'être sur Twitter, de pouvoir, en fait, tu as la whitelist, et tu penses que ce NFT va se valoriser à une certaine somme. Ok, d'accord. Et est-ce que des fois, tu as des partenariats aussi qui te permettent de vivre, où on te dit, on te fait un virement de temps, des affiliations, des choses comme ça, ou pas vraiment? Ça marche comment Non, bah, je pousse un peu mes refs d'affiliation sur les Perbdex parce que de toute façon, les gens gagnent aussi un intérêt à le faire. Donc, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Je fais pas trop de trucs où on me paye au tweet pour mettre en avant un projet parce que moi, j'ai besoin de vraiment aimer le projet pour en parler et faire juste un tweet Ok. rapidos. Je l'ai déjà fait par le passé et à chaque fois, j'ai ce goût amer dans la bouche. Je trouve ça un peu nul. Euh, donc, je passe à côté de pas mal d'argent parce que ça représente quand même une sacrée somme, hein. Un tweet, c'est Ouais. quand même très bien valorisé, mais tu as aussi une image à tenir. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne Euh, comprennent pas. C'est que si tu vises long terme, tu vas juste péter ta DA. Donc, je fais pas ça. Par contre, je sais pas, Maple, par exemple, il me paye, ouais. il me paye pas des sommes immenses, hein, vraiment, mais voilà, il me paye quand même pour les baquer, pour me amener de la data, montrer ce qu'ils font, tout ça. Mais tu vois, ça se voit pas tant que ça sur ma TL, c'est juste un peu un soutien. Et je parle avec d'autres projets. C'est plus ce genre de partenariat que je veux. C'est des trucs sur du long terme, parce que j'aime le projet, parce que moi je suis venu d'abord, et que le projet se dit, tiens, ce gars il est bon, et puis on va le soutenir sur du long terme pour proposer du contenu, quoi. Ouais, ok. Ou comme finalement, comme sur Mega ETH, où tu parles à la base parce que tu aimes la tech, et quand il y a une opportunité qui se présente, comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines, pour rentrer dedans, et on avait un montant, donc c'était minimum, c'était quoi? C'était 2600 $, ça peut aller jusqu'à 100 et quelques mille. Et Ouais. voilà, toi, c'est plus des opportunités comme ça en parlant. Puis après, si tu as de la chance, si le projet, ou les gens de la team t'allouent une plus grosse somme, peut-être parce que tu as parlé du projet en bien, c'est plus ce genre d'opportunité du coup. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que les gens sous-estiment beaucoup ça. Ils ont tendance un peu à aller chercher l'argent facile. En vrai, si t'aimes un truc et que tu participes beaucoup, que tu montres que t'es présent,
En général, ça va toujours bien se passer pour toi, que ce soit par le projet. Alors Hmm. Megaif ne paye pas les gens, tu vois. Megaif ne paye pas les gens. Par Bien contre, sûr. tout de suite, moi, ça me met très bien avec l'écosystème. Les gens me contactent et je sais pas, peut-être à terme, j'arriverai à décrocher quelque chose avec ces projets-là. Et en fait, c'est un peu trouver ta niche et faire les choses par plaisir, tu vois. C'est même pas quelque chose que tu te dis mentalement, je vais faire ça pour gagner de l'argent. C'est juste fais ce que t'aimes, partage, et puis en fait, il y a toujours des gens qui vont se greffer à toi et qui vont proposer, qui vont t'offrir des opportunités, tu vois. Ok, d'accord, ouais, ouais, je vois très bien. Tu passes environ combien d'heures par semaine devant ton ordi? Est-ce que tu as, un planning, tu as quelque chose, ou c'est tu te lèves et ça dépend, chaque journée est différente, ou vraiment c'est de 8 heures à 18 heures? Voilà, comment tu t'organises? En vrai, je suis pas le plus organisé. Non, en vrai, Hmm. c'est je me lève et puis bah, toute la journée. Ça dépend si j'ai des choses à faire ou pas. Je fais pas mal de sport aussi. Euh, je peux faire des journées de cochon quand même et des fois juste passer 2 3 heures. En vrai, j'ai pas besoin de passer tant de temps que ça, mais comme je te dis, j'apprends des trucs à côté et ça fait partie aussi de la crypto. Je dirais que je passe quand même un peu trop de temps. Faut quand même que je passe moins de temps, surtout là que c'est l'hiver. Chez moi, Ouais, ça fait 2 semaines qu'il fait tarpin moche. Euh, mais je pense que ce que je fais pas et que je recommanderais aux gens de faire, c'est de s'organiser et se mettre des plages horaires comme si t'étais au taf. Je pense que c'est plus responsable d'accord. et j'ai un peu du mal à le faire, honnêtement. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, après, pour les vacances, comment tu fais? Est-ce que tu t'autorises des vacances? Est-ce que tu te dis, là, c'est un peu plus calme, donc je peux partir? Est-ce voilà, comment ça fonctionne là-dessus? Les vacances, en vrai, je peux les prendre quand je veux, c'est l'avantage, mais le mieux, oui, effectivement, c'est de les prendre quand le marché est un peu down, qu'on se fait un peu chier. Le problème, c'est que là, moi, actuellement, je suis parti sur CTUS, donc j'ai pas Ouais, envie de prendre de grosses vacances. Là, je vais partir pour une semaine en escalade. C'est une semaine, bon, c'est tranquille, c'est pas grave. Mais je partirai pas un mois ou deux parce que justement, c'est les moments où il faut que je récupère l'algo, faut que je le travaille au corps. Ça va être long. Euh, donc je suis un petit peu dépendant quand même de l'algo au bout d'un moment. Par contre, une fois que t'as ta base de communauté, que t'as le mindshare, tu peux t'absenter et revenir en vrai. En vrai, t'auras ok, toujours les gens. Évidemment, quand tu vas revenir, tu vas voir que l'algo, il va un peu moins te mettre en avant, mais dès que les gens vont se dire, ah putain, il est revenu, en fait, ils vont liker et tu vas revenir dans l'algo et ça va être assez rapide. C'est juste que ok, là, moi, je suis pas encore à ce moment-là. J'ai de l'été dans le CTFR, et là, comme je suis passé CTUS, je recommence un petit peu de plus bas, ok. quoi. Donc, là, tu parles de Twitter, hein, c'est ça, tu parles Oui, de Twitter. ta présence sur Twitter. Et pour quelle raison, du coup, tu es passé du CTFR au CTUS? C'est pour avoir une plus grosse audience, ou c'est quoi la Bah, raison? comme je te dis, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment tous les débats. Tu vois, là, il y a tout un débat dans le CTUS sur les layers 1, leur valorisation, tout ça. Un débat qui n'arrive jamais sur CTFR. Les gens ne parlent pas de ça. C'est pas, je sais pas, CTFR, il est pas hyper passionné par des débats comme ça ou plein de statistiques. Moi, c'est mon truc et là-bas, je me retrouve mieux. Je trouve que aussi, s'il est beaucoup plus grand, c'est un territoire qui est immense par rapport au CTFR où c'est juste toujours les mêmes personnes. Ouais, bien sûr. Et puis il y a le coût d'opportunité, tu vois. Ça fait 1 an que j'essaie de bosser avec des projets. J'y arrive de temps en temps, mais je sens que je suis vachement restreint par le fait que je parle en français. Donc, D'accord, ouais, ouais, tu c'est vois. Ouais. forcément, Si ouais, je donc parle, pour toucher plus de ouais. monde, quoi, voilà, ouais, bien sûr, non, mais ça, c'est une évidence aussi. Ok, la transition, est-ce que c'est difficile enfin, tu te fais comment, tu fais tes tweets en français, tu les traduis après, t'as déjà un très bon niveau en anglais, ou... Ouais, très bon, je sais pas, mais j'arrive à parler anglais. Je le fais quand même tourner sur ChatGPT pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de. Moi, mon problème, c'est tout ce qui est conjugaison, tout ça. Euh, Après, c'est pas facile parce que bon, j'avais ma DA, j'avais ma façon d'écrire en français. Quand tu passes en Bien anglais, tu peux sûr. pas juste transposer, tu vois. Je dois me recréer une DA. Euh, alors DA, c'est direction artistique, hein, pour ceux qui l'ont pas. Et ça prend du temps. Il faut aussi que les gens me captent. Alors, il y a certaines personnes qui me connaissent bien dans cette US, mais je suis pas non plus un grand nom. Donc, la transition est pas facile. Franchement, j'en ai connu plein des Français qui ont fait la transition. Et je dirais que le taux de réussite, il est de, je sais pas, 50%, quoi. T'en as un sur deux qui Ouais, réussit. d'accord. Ok, Ouais. ouais, donc c'est vraiment, c'est pas facile. Ok, Non. d'accord, c'est très, très intéressant. Est-ce que pour quelqu'un qui voudrait commencer aujourd'hui en 2025 à se lancer en full-time crypto, est-ce que pour toi, tu penses que c'est possible? Enfin voilà, comment tu le conseillerais? Qu'est-ce que tu dirais de faire et les erreurs à éviter
ou ça te paraît compliqué? Je pense que c'est possible, mais il faut être responsable avec son budget, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pas d'argent entrant, et que le marché peut, pendant un an, ne rien faire, et s'il ne fait rien, c'est-à-dire que tout le monde, parce qu'il faut pas oublier que tous les budgets de tous les projets, souvent ils sont dans le token. Donc si le token va vers le bas, ils vont pas dépenser, tu vois. Ça coûte trop cher à dépenser. Donc ils ont tendance à couper tout ce qui est marketing. Donc dans ce cas-là, moi je recommande aux gens d'avoir leurs économies, une partie qui peuvent peut-être, si jamais ils ont un edge, je sais pas comme moi, à trade des low cap ou à trade sur des perps, machin, avoir une partie pour utiliser cet edge et générer du revenu par soi-même, parce que faut quand même profiter de la crypto pour développer un edge, je pense. Mais surtout, la pire erreur, c'est de all-in tout ce que tu as en trésorerie. Et, euh, et du coup, si le marché descend, tu descends avec le marché. En plus, t'as pas de marketing et en fait, tu fonds avec le marché. Faut être responsable avec son budget et se dire, ok, j'ai ça pour vivre et selon le marché, un peu adapté. Tu vois, si le marché commence à tourner de la tête, tu te barres en fait. Et le mieux, c'est de ne pas tout investir non plus. Ok, d'accord. Donc faire attention à son investissement, ouais, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ok, Ouais. d'accord. Euh, ok, ouais, très bien, d'accord. Donc toi, en ce moment, tu as dit que tu te formais essentiellement sur les sur les perp DEX, c'est ça? Mhm. C'est ce que c'est le secteur qui t'intrigue le plus ou avec quoi? Avec les L2, peut-être? Je sais que tu es très actif sur Mega ETH. Est-ce que tu as deux trois alphas ou... Bah là actuellement, en fait justement comme le marché a tourné de la tête, moi je suis parti, j'ai eu assez de chance parce que je suis parti fin octobre, ouais. Donc en fait je me suis dit je vais pas chercher à choper le bottom parfait, ça sert à rien, un bottom ça met du temps à se créer. Autant aller farm les paires d'ex. Parce que c'est le moment aussi, tu vois, c'est la narrative, il y a plein de projets qui vont se lancer, qui risquent de se lancer à de bonnes valos, et moi je peux les farmer, et comme il n'y a plus personne sur le marché, j'ai pas trop de compétition. Donc j'ai pris du temps à apprendre comment faire du funding de perps pour limiter tout ce qui est coût. Euh, et ça c'est passionnant. Après, à côté de ça, oui, je suis très proche de l'écosystème MegaETH qui va se lancer ce mois-ci, hein, environ une semaine, je pense. Et des alphas, pour moi, c'est le truc qu'il faut absolument suivre. Enfin, ça coûte rien à suivre. Et je pense qu'il y aura plein d'opportunités là-bas. Il y a plein de projets hyper qualitatifs. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dessus, c'est juste soyez là parce que il y a rien d'autre qui est intéressant en vrai et il y aura rien d'autre pendant un moment. Et moi je pense que Megaif a le potentiel de changer beaucoup de choses parce que je connais très bien l'écosystème et je vois il y a pas mal de potentiel là-bas, ouais. Ok, ouais, j'espère aussi. Donc, pour revenir sur les perpdex, en fait, c'est-à-dire que tu t'ouvres deux plateformes différentes et quand tu dis que tu farmes les Fundix, c'est-à-dire que tu ouvres une position short et une position longue et tu essayes ouais, en fait, tu prends pas de risque. Tu vas pas prendre un levier 50 juste sur une plateforme. Tu essaies de gagner des points sur les différentes plateformes. C'est ça, sauf que si tu fais juste du delta neutral, donc un short et un long sur deux plateformes différentes, tu vas bouffer le spread, la différence de prix, le funding. Là, le truc, c'est que j'utilise le funding à mon avantage, donc je vais chercher quelles sont les paires les plus où il y a le plus de différence dans le funding entre deux plateformes pour prendre le bon trade, et comme ça, je génère du revenu, tu vois. Je farm le funding en fait. Le funding, il est en ma faveur et ça me permet de compenser les pertes, voire gagner de l'argent. Mais pour ça, c'est pas facile parce que il faut que tu backtestes sur plusieurs jours. Il faut que tu saches à peu près l'intervalle que tu veux. Et parce que le funding, il arrête pas de bouger, hein. Il peut très vite bouger en ta défaveur, comme en Ouais. ta faveur. Il faut savoir sur quel horizon de temps tu le fais. C'est pour ça que ça prend du temps. Et là, actuellement, je commence enfin à avoir des paires que je sais qui vont me rapporter quelque chose. Mais pour ça, j'ai testé plein de trucs. Il y en a sur lesquels j'ai perdu de l'argent. Mais ça fait partie des tests, tu vois. Mais c'est très intéressant, ouais, c'est tout un point qui est vraiment intéressant. Ouais, j'ai vu GAZ, c'est ça qui avait fait un C'est ça. split. Ça avait l'air très intéressant. Par contre, après, il disait que justement, vu que les fundings peuvent bouger rapidement, il faut quand même être assez réactif s'il se passe quelque chose. Et, euh, et du coup, sur Enfin, certaines paires, tu arrives à faire combien d'APR journalier? Tu arrives à calculer ça ou pas forcément bah, déjà pour répondre à le truc d'avant, parce que c'est intéressant, effectivement, t'as des fundings qui vont beaucoup bouger, mais si tu es réactif, en même temps, tu peux, parce que à chaque fois que tu es actif, tu vas payer le slippage, tu vas payer le spread, tu vas payer des fois les fees. Si tu es sur Extended, il y a des fees.
Donc faut pas être trop réactif non plus. Si jamais tu as confiance que c'est la bonne paire, laisse-le tourner. Parce que sur du long terme, de toute façon, tu seras rentable. C'est pas grave si tu es à moins de 200%, là, temporairement, si derrière tu es à plus 500, tu vois. Hmm. Et, c'était quoi ta deuxième question, pardon? Et sur un APR journalier, tu arrives à Ah faire oui. combien? Enfin, voilà, si tu as pu calculer sur certaines paires, c'est quoi? 5%, 1%? Je Alors, me rends pas du tout journalier, compte. je saurais pas te dire. Par contre, une assez bonne paire, qui est pas trop volatile, parce que si elle est trop volatile, c'est un peu le bordel, parce qu'il faut aussi que tu mettes tes SL et tout ça. Euh, c'est du 200-300% annuel. Voilà. Ok, ouais, donc c'est énorme. Ok. Après, C'est pardon, le risque, c'est que comme le 9 octobre, s'il y a une grosse liquidation, est-ce qu'il y a un risque là-dedans ou si tu mets tous tes SL, normalement, il n'y a pas de problème. Non, il y a toujours un risque. Mais c'est pour ça que je recommande pas de mettre tout son capital là-dessus. C'est des événements qui arrivent très rarement, et après, ça dépend de la plateforme. Est-ce qu'elle a bien géré le truc? Euh, En vrai, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est des événements, de toute façon, tu peux rien y faire, hein. Et que tu trades. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ouais, je sais pas, je t'avoue, comme j'ai commencé après, j'ai pas vécu le 10, je sais pas, mais je pense que si un événement comme le 10 arrive, il y a moyen que je perde quelques plumes au passage. Ouais, c'est un risque à Ok, prendre. d'accord. Ok, ouais, c'est intéressant. Et c'est lesquels tes favoris pour le moment? Je sais qu'il y a Lighter qui est très, en ce moment, qui est très hype, qui va bientôt faire son lancement. Il y a Ouais. Extended, il y en a deux, trois. Moi, je suis un peu sur Lighter. Après, le reste beaucoup moins. Donc, toi, là-dessus, Bah, t'étais. Lighter pour moi là c'est trop tard. Par contre je suis sur Paradex qui est aussi un peu trop tard, mais c'est juste que le funding est vraiment intéressant là-dessus. Par contre t'as Extended et Varia qui sont encore très early. Enfin très early, qui sont à peu près early. Il n'y a même pas de campagne de points encore sur Varia, Variational. Et Variational, j'ai un petit coup de cœur parce que je trouve que le principe est assez intéressant. C'est pas un énième perp dex avec toujours les mêmes choses. Il y a vraiment un côté intéressant dessus. Extended, c'est fait par un gars de chez Revolut, donc il y a cet argument. En plus, ils ont aussi apporté une innovation récemment sur l'utilisation du Volt. Donc voilà. Et Paradex, franchement, c'est l'UX est excellente. Euh, donc Ok, voilà, d'accord. juste. Ouais, ouais, moi j'avais testé Paradex, justement, j'avais pas du tout aimé l'UX et ça m'a fait passer sur Ah Lighter ouais? à l'époque, hein. Ouais, moi j'avais pas du tout accroché. Bon, après, je suis pas un gros trader non plus, donc le problème, c'est que si on n'a pas de stratégie, comme tu dis, on peut vite commencer à perdre des sous, Ouais. à jouer avec des leviers, donc c'est un peu compliqué. Et toi, est-ce que tu vois voilà, des perpdex qui prendraient des parts hyper liquides ou peut-être deux, trois mastodontes qui vont se battre? Est-ce que tu penses que les valorisations peuvent exploser aussi? Parce que je vois des gens qui commencent à dire que les perpdex, dans un an, il y en aura peut-être deux, trois énormes avec des énormes valorisations. Ou est-ce que tu penses que c'est juste une hype comme les L1 qu'on a eu et puis finalement, dans quelques années, ça va s'essouffler et c'est pas là pour rester? Tu vois la chose comment par rapport à ça? Ah, je pense que comme toutes les narratives, tu sais, tu as une explosion de nouveaux projets et tu en as deux qui vont survivre. Et moi, actuellement, la façon dont je pense, c'est que je vois pas pourquoi ceux qui survivraient seraient des projets qui ne proposent pas quelque chose de différent de Hyperliquid, tu vois. Lighter, par exemple, Lighter, l'avantage, c'est que c'est zéro fees. Il y a que les MM qui payent. Alors, à voir si ça va tenir le long terme comme business model, mais c'est intéressant, c'est quelque chose de nouveau. Extended, il apporte pas encore grand chose de nouveau. Paradex non plus. Paradex, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup Varia, parce que je me dis, ok, Varia, ils ont quelque chose de nouveau. Varia, il y a 450 paires dessus, c'est deux fois plus qu'Hyper Liquid, c'est quoi, 7 fois plus que ses concurrents. Et du coup, ça apporte une plus-value, tu vois. Tu te dis, ok, je peux trouver n'importe quelle paire sur Variational. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper, je sais pas. Mais pour moi, les gagnants de demain sont ceux qui apportent quelque chose de différent. Sinon, je vois pas l'intérêt. C'est comme les layer 1, c'est comme les layer 2, c'est comme n'importe quelle apps. Si tu es juste une apps, tu vas pas capturer le mindshare, le market share, pardon, du leader. Ok, ouais, d'accord. Ouais, bien sûr. Donc oui, pour ceux qui savent pas, après, il y a des systèmes de points, des campagnes, et puis en utilisant les plateformes, bah, comme Hyperliquid, qui a pu rendre des gens finalement, quand on y pense, c'est assez dingue, hein. On avait juste à faire du volume, à cramer des fees, et puis je sais pas Ouais. le retour, il était de combien, mais c'est vrai que c'est assez insane. Est-ce qu'on aura d'autres projets comme cela? On verra. Est-ce que tu t'intéresses un peu aux prédictions market ou pas spécialement? C'est pas quelque chose.
Si, bien sûr, si. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a même le concept de footarchy, je trouve ça passionnant. C'est un truc qui me passionne vraiment dans la théorie. Euh, Il y a plein d'acteurs qui ont. C'est pour moi le narratif qui fait que la crypto est de plus en plus abordée dans le Web 2, tu vois. On voit des gros Mm. partenariats avec des Kalshi, des Polymarket. Euh, Actuellement, je farme pas. Ok. J'avoue que j'ai pas. En vrai, en fait, le problème, c'est que tu vois, t'as ton capital et Mm. il faut que tu le sépares dans ce que tu veux. Moi, je suis obligé de garder une part qui est assez liquide pour des low cap sur Solana parce que c'est ce qui me rapporte le plus, en tout cas court terme. Ok. Il faut que je garde une part pour farm les perp dex et en fait, après, je me retrouve avec plus assez de. Je peux pas être partout, c'est un peu le problème. Ouais, Surtout que bien j'ai une sûr. grosse partie de mon capital qui est bloqué dans l'ICO de Mega ETH. Ok. Donc en fait, je suis un peu limité là-dessus et je sais pas si je prendrai le temps pour farm des prediction market, mais ça me paraît pas si compliqué, surtout que tu as des bêtes qui sont assez asymétriques. Donc je pense que c'est assez smart. Après, il faut voir lesquels. Tu vois, tu as Opinion Labs, qui est backé par Easy. Myriad, je sais pas, ça a pas l'air fou, mais bon, peut-être Ouais, qu'il y a un sur raison à Abstract. part. Ouais. Ok, Ah, c'est sur d'accord. Abstract, Myriad? Je sais même pas, tu vois. Myriad, ouais, ça me semble. Ouais. Et donc, toi, là, en ce moment, là où tu arrives à trouver un bon edge, c'est sur des altcoins sur Solana, c'est ça? Tu arrives à trouver des pépites assez early. Tu fais comment pour, voilà, comment tu Ouais, fais c'est pour ça. détecter? Parce qu'il y a une période où, donc l'année dernière, en 2024, avec les mêmes coins, où c'était plus facile, c'était vraiment la folie, il y a des explosions de partout. Mais là, aujourd'hui, où tout est un peu calme, voilà, il y a beaucoup de mêmes coins qui ont bien dégringolé. Voilà, comment tu fais pour trouver des altcoins et quelles sont les dernières où tu as pu, je t'ai vu tweeter sur MetaDAO, ça me semble, ou Mhm. Ouais. c'est ça. Donc, voilà, comment tu fais pour En trouver. fait, moi, je suis très fluide hein, je m'adapte totalement à la narrative. Il y a un moment où, même pendant longtemps, j'étais sur les mêmes coins, j'étais très bien, je connaissais bien le truc, comment gérer tout ça. Là, je suis passé plus sur des projets ICO, faire tokenomics, tout ça, parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne bien. Moi, j'avais détecté très tôt Avicii, Avicii Ouais, à 40 centimes. Et puis tout l'écosystème en fait, je me suis pas mal mis sur les néobanques. Néobanques, tu vois récemment quand il y a eu le pump de BTC, j'en ai profité sur justement ces low cap et ça m'a pas mal régalé. Mais il faut avoir le bon timing, faut connaître un peu la price action, bien connaître la narrative. En vrai, si t'as une bonne price action sur une narrative sexy, c'est tout ce que je demande, tu vois. C'est des trucs, je vais pas hold un an, hein, c'est des trucs, je hold le temps de la hausse, et c'est tout. ok. C'est juste pour capturer un. Même si j'adore MetaDAO, par exemple, mais si Meta fait 40% demain, je me Tu, casse, tu, tu vois. tu- voilà, en gros, tu n'attends pas un x10, tu regardes quoi, un 50%, 40%. Est-ce que tu utilises les charts aussi? Est-ce que voilà, comme un trader, en te disant, bon, voilà, on est sur des bons niveaux, ou comment tu fais, ou c'est vraiment au feeling, vraiment un peu à la hype du moment? C'est vrai que c'est extrêmement dur, je trouve, d'acheter, ça va, mais c'est de revendre, c'est de savoir de quand revendre, en fait. Est-ce qu'on se contente d'un 50%? Est-ce qu'on se dit ça va faire un x10? C'est vrai que c'est extrêmement Alors compliqué. x10, non. x10, Ouais, j'attends ok. pas. Après, tu vois, des fois, je garde un bag longtemps. Le Neptune, le NPT, j'ai vendu un peu tout le temps sur la hausse. Avicii, j'ai vendu un peu trop tôt, mais bon, c'est pas des trucs où faut que tu regrettes, tu vois. Moi, Ouais, ouais, bien actuellement, sûr. bah ouais. Moi, actuellement, la technique simple que je fais, c'est que j'attends qu'il y ait un beau bottom sur notamment un endroit qui est favorable à un bottom. J'ai un feeling quand je vois la charte de savoir si c'est beau ou pas. Tu sais, une belle charte, ça fait un beau U comme ça, avec des W sur des W. Là, tu sens qu'il y a de l'accumulation. Et Ok. je regarde un peu le RSI. Et puis après, je me place. Je me dis, si ça passe sous le bottom, que ça fait un ATL, pas un ATL, mais un lower low, je me casse. J'ai toujours une invalidation. Je Ok, vais pas d'accord. tenir le truc jusqu'à zéro. Ça, je trouve, c'est la pire idée. C'est vraiment ce que 2025 m'a appris. Et quand ça pump, bah, souvent, je me mets une extension Fibo 1,60, 1,618, 2, tu vois, classique. Ou des gros trucs, tu vois. Si jamais je suis proche des 10 dollars, bah, je vais viser 8. Tu vois, le truc avec Avicii, j'en ai parlé la dernière fois. J'ai dit, moi, je me replacerai pas là parce que le truc a trop pump, il est proche des 10 dollars. Et souvent, les gens
sur Solana, en tout cas, ils prennent 20% de moins. Parce que tu vois, ils veulent voir l'âge. Ils sont pas cons, ils Hmm. savent que tout le monde vise 10. Alors ils vont se dire, ouais, mais ils vont viser 9, ok, ils vont peut-être qu'à 8, je suis Hmm. safe. Et en fait, tout le monde se place à 8. Et du coup, bah, ça va pas manquer. Hein. Avicii n'a jamais dépassé les 8 pour le moment. Ok. Et voilà, il y a aussi un moment où Avicii, tu vois, je l'ai ride 3-4 fois. Ouais. Il y a un moment où je me dis, bah, je vais pas le re-ride, tu vois. Quand tout le monde sur le CT est en train de t'en parler, tu dis, ouais, en fait, il reste qui? Il y a plus de, il y a plus d'exit liquidity, on a tous des Avicii, donc non, Ouais, je vais ouais. pas le re-ride, tu vois. C'est que c'est le C'est du moment. PVP, hein. Bah oui. Donc Avicii, c'est quoi comme projet? C'est qu'est-ce que. Bah, en plus, c'est même pas, enfin, tout le monde t'en parle comme si c'est un projet révolutionnaire, c'est juste une néobanque qui utilise les rails crypto, quoi. Il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire et ça vaut pas D'accord. extrêmement cher. T'as des gens, ils se sont dit, mais ça va à 50 $ et tout. J'étais là, Ouais, d'accord. Ok. toujours plus, Et quoi. donc, et donc toi, tu l'avais vu assez early quand c'était à 40 centimes et c'est monté jusqu'à 8 dollars. Et ça fait quand même une belle perf. Ouais. Et tu en as entendu parler comment? C'est que c'est sur Twitter, c'est tu fais tes recherches, Bah, c'est comment- sur MetaDAO. En fait, MetaDAO, moi, c'est un truc que j'adore, hein. C'est un projet qui fait des ICO qui sont vraiment faire. Par exemple, Avicii, ils avaient pas de token team, pas de token investisseur. Enfin, c'était l'ICO public, quoi. Et c'était, en fait, moi, il y a un truc que j'ai capté en 2025, c'est que dans ces marchés qui sont vraiment durs, les projets qui sont très fairs, vraiment très très fairs, au niveau de la tokenomics, sont souvent ceux qui performent le mieux, tu vois. Et bah, on le voit avec les buybacks, par exemple. Les tokens qui font du buyback performent beaucoup mieux. En fait, les gens ont besoin d'être rassurés et MetaDAO, c'est leur proposition de valeur, tu vois. Donc, tout l'écosystème, tout ça, c'est un truc qui a super bien performé. J'ai fait un tweet récemment prouvant que depuis 2 mois, tu as deux projets qui sont passés en négatif. Tous les autres sont à 50% jusqu'à 500%. En fait, Ok. ça marche super bien. Après, ça ne veut pas dire que les prochains vont marcher. Mais en tout cas, euh, quand je regarde leur chart, quand je regarde même MetaDAO, je sens qu'il y a quelque chose. En plus, même MetaDAO, qui est du coup le projet qui propose ces ICO, euh, ils ont des investisseurs qui sont rentrés en achetant à 7,8 dollars. Là, actuellement, le projet il est à 6,2, un truc comme ça. Donc même MetaDAO lui-même a une tokenomics qui est propre, c'est pour ça que c'est un token qui m'intéresse et que j'essaie de rider quand c'est le bon moment, quoi. Ok, d'accord. Donc un peu méta ICO. Ouais, très intéressant. Moi, j'ai pas du tout suivi cette méta-là, mais ok, très, très intéressant. Euh, donc, ok. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes ou improbables un peu sur ton parcours crypto, des choses qui t'ont marqué? Bah, moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que la crypto, c'est à la fois le meilleur milieu et le pire. Tu vois, j'ai fait THCC, j'ai fait c'était Paris Blockchain Week, je crois, ou un truc comme ça. Non, c'était pas Hmm. Paris Blockchain Week, mais c'était un autre event à Paris. Et en fait, tu te rends compte que des fois, ça brasse beaucoup d'argent et de vent pour rien. Hmm. Il y a eu des events dans des casinos, mais vraiment, c'était. Pour moi, c'est la vision de l'enfer. Après, parce que tu vois, je suis un peu un mec. Je suis un mec chill, qui aime bien la nature, qui aime bien les gens Hmm. honnêtes, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que voilà, c'est vraiment le pire du monde, c'est les gens malhonnêtes. Et parfois, tu as des scammers. Bref, c'est un truc que je ne voyais pas quand j'étais pas dans le milieu. Après, de l'autre côté, bah, tu sens qu'en fait, c'est un milieu qui est quand même beaucoup rempli de geeks qui ont un peu qui sont très cool. J'ai rencontré plein de gens hyper cool dans les events. Tu vois, il y a un peu les deux mondes. Et je pense Ouais, que si jamais d'accord. quelqu'un, voilà, je pense que si quelqu'un veut se lancer là-dedans, faut vraiment se focus sur le bon et pas être dégoûté par le pire parce que ça peut être assez rapide, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Vu qu'il y a beaucoup d'argent aussi, ça attire toutes sortes de personnes. Ok, d'accord. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as eu des grosses victoires? Est-ce qu'à un moment, tu as posé peut-être, je sais pas, 500, 1000 dollars et puis tu as fait un fois 100? Est-ce que c'était arrivé vraiment des grosses, ouais, une grosse win en crypto ou même un airdrop, quelque chose qui t'a marqué? Ah oui, j'en ai eu plein, hein. Mais c'est pour ça que je dis aux gens de pas perdre espoir parce que sur le long terme, tu as toujours ce genre de. C'est des trucs en fait qui sont à la fois un petit peu de talent parce que quand même t'es là au bon moment, mais aussi beaucoup de chance, hein. C'est vraiment beaucoup de chance. Et j'ai déjà fait plusieurs airdrops à 5 chiffres. Euh, et puis j'ai fait des fois 100 sur des tokens sur Solana. Alors pas avec 1000 dollars, avec 200, un truc comme ça. Et GTP, Hmm. moi je fais. En fait, quelqu'un qui fait x100, c'est ultra débile, hein. Si t'as pas pris un peu de profit à x10, à x20, à x30, Hmm.
t'es un Golemon, en fait, tu vas pas prendre à x100 et tu vas finir à 0. Parce que le token sur lequel j'ai fait x100, Ouais, bien sûr. actuellement, il est à 0, tu vois. Euh, Mm. et puis moi, les agents IA, c'est vraiment le truc qui m'a le plus régalé, hein. L'année D'accord. dernière, ouais, laisse tomber, tu faisais, tu faisais des x2, x3, mais tous les jours, quoi. C'était insane. C'était insane. Ok, donc toi maintenant tu conseilles de retirer par palier, ça veut dire, je sais pas moi, le token fait 50% fois 2, tu retires une partie de ce que tu as investi, et ainsi de suite, c'est-à-dire sur toute la montée, en tout cas en phase euphorique, hein, en phase de période euphorique, tu conseilles de retirer par palier ou de tout retirer d'un coup, ou d'attendre, parce que je sais qu'il y a plein de stratégies différentes. Alors c'est vrai qu'il y a des choses assez dingues, où des fois on voit des gens mettre des petites sommes et en fait arriver à faire un fois 100 fois 1000, ça peut arriver, c'est très rare. Mais du Mm. coup, si on retire avant, bah, c'est une chose qui n'arrive jamais. Mais à l'inverse, comme tu dis, on peut aussi faire un x10, x20, et puis que ça retombe à zéro une fois que la hype est passée. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais de faire Moi, ce que je conseillerais, si vraiment on parle à des holders, tu vois, hein, des gens qui vont hold toute une montée, ok, vous le holdez, par contre, la tendance elle change en 4 heures, 4 heures un jour, tu te casses, tu vois, quand tu commences à faire un M-top, hmm, ok, tu n'auras pas vendu le pic au top, tu auras vendu peut-être 30% de moins que le pic au top, mais tu es largement en profit et tu as ride tout ce que tu pouvais. Après, moi, je vais être un peu plus agressif sur les ventes, je pense, parce que je vais faire de la rotation avec mon capital. Ce qui fait que de temps en temps, je passe sur un leader, genre Avicii, tu vois, c'était un leader. Avicii, la première fois que je l'ai ride, j'ai fait x5 et je suis passé à côté d'un ok, x20, tu vois. Après, je ouais, l'ai ride plusieurs fois, mais au final, c'est hmm, sûr que si je l'avais acheté à 0,4 et que je l'avais vendu à 8, ce qui ne serait jamais arrivé, je l'ai eu à ouais, bien 0,4, mais sûr. pour vendre le pic au top à 8, faut le faire. Bah ouais, j'aurais gagné plus d'argent, mais peu importe. Le but, c'est pas de gagner un max d'argent, le but, c'est de gagner de l'argent. En fait, à prendre plus de risques, à vouloir toujours plus, bah, tu finis Hmm, par rien avoir, tu vois. Donc, hmm, faut avoir sa stratégie. Il n'y a pas de bonne réponse. Tu vois, moi, un truc que j'utilise beaucoup, c'est Twitter. Quand je sens que ça chauffe trop sur Twitter, je me casse. Mais tu tout de suite, vends. parce que ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Hmm, Des fois, ça continue à monter, mais franchement, 80% du temps, ça marche très très bien. Bon, hmm, Zcash, par hmm, exemple, c'est un mauvais exemple. Zcash, il est monté très longtemps. Mais Avicii, c'était un très bon exemple. Avicii, il y a un des rides que j'ai fait, je crois que c'était le premier justement, où j'ai vendu le pic au top parce que ça commençait à comparer Revolut et Avicii, tu vois. Ben ouais, non, en d'accord. fait. Donc c'est ça qui t'a fait tiquer, c'est le fait que les gens Ouais. commencent à comparer. D'accord. Là, tu t'es dit, ouais, c'est pas facile parce qu'après on peut vite être pris dans une hype, voir aussi son bac grossir et se dire putain ils ont raison entre guillemets. Oui. On sait qu'ils n'ont pas raison, mais ça peut monter beaucoup Ouais. plus haut si ça s'enflamme, comme on a pu voir l'année dernière en 2024, des valorisations totalement dingues et en fait on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et, euh, Mm. et par exemple, toi, travailler pour un projet Web3, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait possible de trouver un projet? Est-ce que tu as essayé de contacter des projets qui t'intéresseraient et de te dire, bah voilà, est-ce que, vu que tu connais quand même bien la crypto, tu es là depuis un petit moment, tu es assez tech, est-ce que ça serait possible pour toi de ton côté? Oui, oui, mais je suis déjà en discussion avec certains projets, mais comme je te dis, là actuellement, les projets ils serrent la ceinture, donc il n'y a pas de. Tu vois, j'ai des discussions qui vont être repoussées pendant quelques temps, jusqu'à ce que le marché. Parce que personne n'a envie de dépenser de l'argent maintenant, tu vois. C'est débile de lancer une campagne marketing maintenant. Ok. Euh, Par contre, ouais, il y a un projet que j'aime beaucoup, avec lequel je suis en discussion, et que je pourrais représenter un peu en France et proposer du contenu pour eux. À voir si ça se fait. Encore une fois, pour le moment, j'ai pas bah, j'attends de voir quand le marché reprendra et qu'ils reprendront un peu euh, la campagne marketing pour voir si ça se fait, quoi. Mais mon but à la fin, c'est tu vois, d'être soit CMO ou un truc comme ça qui permet. Ce que je veux, c'est conseiller les projets à faire bien parce que je trouve que beaucoup font de la merde et ils savent pas où ils vont, quoi. Ok, d'accord. Quand tu dis les conseiller bien, c'est par rapport à quel prisme sur la tokenomics, enfin, c'est pas par rapport à quoi? Ah, la tokenomics, oui. La DA, euh, bon, ça dépend de ce que c'est, en fait, si c'est une apps ou si c'est une layer 2 ou quoi, mais des conseillers en général, parce que souvent ces projets-là sont tenus par des techos qui savent pas du tout. Tu vois, les meilleurs projets, c'est bah, Megaif, ils ont pris Bread, et ils ont totalement raison. Bread, il connaît le marché, il connaît Twitter, et je pense que Megaif ne serait pas devenu Megaif sans Bread. Et c'est Sans bread, pareil ok. pour d'autres personnes, tu vois. Donc, Donc, oui.
En fait, Megaï, c'est quoi? C'est vraiment alors une team un peu de geekos. Ils ont engagé quelqu'un donc qui s'appelle Brett pour mettre en avant le projet. C'est ça, quelqu'un qui a peut-être plus, c'est un peu le côté marketing. C'est ça que. C'est ça, et puis en plus, bah, comme je te disais, ce qui est passionnant, c'est de se faire des théories, et Brad, il a une théorie sur laquelle Layer 1 et Layer 2 ne gagneront jamais assez d'argent en vendant leur block space, donc leur espace de bloc. D'accord. Et du coup, bah, c'est ça qui a poussé Megaif aussi à créer une autre source de revenus qui est l'USDM, le stablecoin natif. Et c'est trop smart, et c'est lui qui a apporté ça, et c'est quelque chose que n'aurait pas vu TKOS. TKOS, eux, ils sont là pour brancher des séquenceurs, à faire de la super latence. Ils sont pas là en mode comment est-ce qu'on va faire un business viable. Et, Ok. euh, et c'est hyper intéressant. Je pense que, encore une fois, Megaif ne serait pas aussi bullish de mon point de vue si Brad n'était pas là pour compléter en fait cette team, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, ça paraît assez dingue au final que des projets se montent sans penser derrière aux revenus. Comment. C'est vrai que Ouais, ça paraît assez dingue, ouais. Donc, c'est donc, terrible. donc toi, tu es extrêmement bullish sur Megaif. Est-ce que tu as un peu des infos par rapport au token? Quand est-ce que ça va sortir, le TGE? Ou même juste le mainnet, parce que ça me semble que c'est toujours pas en mainnet. Est-ce que tu as Mm. quelques infos? Tu sais pas du tout. Si, Mainnet, ça va être là, mi-décembre. Pour le TGE, ils sont pas pressés. Ils ont dit que si le marché était vraiment down, ils n'allaient pas le sortir à un moment down. Donc Ok, c'est smart. C'est l'avantage d'avoir un L2 et pas un L1, tu vois. Monad, il a lancé ouais, Mainnet, c'est obligé de lancer le token. Donc, bien sûr, ouais. a priori, ça devrait être janvier. Mais si le marché n'est pas vert d'ici là, peut-être qu'ils vont repousser. En tout cas, ce sera sûrement Q1 ou Q2. Et puis, c'est tout, non? Dans Ouais, les- ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc, et tu le vois à quel valo, toi, méga? Enfin, t'aimerais le voir à quel valo? Ou tu penses que par rapport à Monad, voilà, en phase euphorique, tu penses que ça peut atteindre, là, c'est quoi, à peu près à 3 milliards en pré-market? Est-ce que Hmm. tu penses que ça peut aller beaucoup plus haut? Est-ce qu'à l'inverse, tu penses que ça peut aller aussi beaucoup plus bas? Euh, Tu le valorises comment? Ou c'est encore Moi, trop tôt pour le. j'ai un peu une thèse de théoriste hein, là-dessus. C'est- Moi, de mon point de vue, mais après, je suis full biaisé parce que j'ai tellement de trucs sur Ouais, Megaïve. Je suis dans l'ICO, j'ai des bad buns, j'ai des NFT. C'est aussi beaucoup de temps que je passe là-bas, ouais, tu vois. je sais, ouais. Bien sûr, ouais, ouais, bien Donc, sûr, t'es visé. Ouais, t'aimerais que ça se lance à la valo la plus haute possible. Mais bon, on a vu dans l'écosystème que c'est tout à fait possible d'avoir des valorisations totalement dingues, ne serait-ce que oui. quelques mois, et puis après, ça redescend. Donc, Moi, je peux te donner ma thèse pour que Megaïve s'approche. Je dis pas qu'il va atteindre, mais s'approche des 10 milliards de FDV, tu vois. On parle bien de ouais, FDV, hein. ouais, C'est que déjà 50% des tokens ce sont des KPI rewards. Donc en fait, ce sont des tokens qui vont être libérés seulement s'il atteint un palier de réussite. Donc ce sont des tokens qui seront lock un bon paquet de temps. Euh, Ensuite, il y a un business model. Ensuite, le projet a fait rentrer beaucoup de la communauté. Ils n'ont pas fait rentrer beaucoup de VC. Donc tu as ouais, beaucoup de VC qui se sentent sideline là-dessus. Tu as beaucoup de gens aussi qui se sentent sideline parce que tu as vu la demande pour l'ICO, c'était ouais, 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 1,2 milliard, un truc comme ça. ouais, c'était énorme. Ouais, C'était énorme. Et donc il y a ça, il y a le fait que l'écosystème ait beaucoup de potentiel. Pour moi, c'est ça. Et puis le fait aussi que je pense, c'est ma thèse, je pense que Megaif crée un nouveau paradigme pour tout ce qui est blockchain en général. C'est juste une blockchain en real time et je pense qu'il y a de la demande pour ça et que tout devrait être en real time. Donc je pense que ça fera beaucoup de bruit. Et ouais, pour moi, là, à 3 milliards, il est sous valo, quoi. Après, ok, d'accord. voilà, après, c'est le marché, tu vois. Si jamais Ouais, demain ouais. il lance le token, je dis pas qu'il y aura 10 milliards. Ça va être Ouais, compliqué. bien sûr. Ça Donc dépend voilà. beaucoup du momentum. Bah, je l'espère aussi. Ok, donc ouais, Megaïch extrêmement bullish. Ok. Est-ce que toi, Mhm. tu te vois toujours dans 5 ans en crypto? Est-ce que pour le moment, tu te dis, bon, bah voilà, ça fonctionne? Ou est-ce que des fois, tu as des doutes? Tu te dis, bon, est-ce que je ferais pas autre chose? Est-ce que je ne me remettrais pas à faire ce que tu faisais avant la crypto? Ou pour le moment, tu te dis, non, non, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Ouais, est-ce que des fois, tu n'as pas peur aussi en voyant le marché qui peut être totalement euphorique et puis après qui peut vraiment descendre pendant des mois? Ou pas, je pense que mentalement, c'est aussi beaucoup plus difficile. Euh, donc, ouais, Ouais, comment tu le vois? bah, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours suivi ses passions, tu vois. Dans ma vie, j'ai toujours fait ce qui me passionnait le plus. Là, actuellement, la crypto, c'est ce qui me passionne beaucoup. J'adore tout le temps que j'y passe et je suis assez confiant parce que je sais que j'ai souvent réussi parce que
Tu vois, même sur des petits détails, mais juste parce que quand j'aime un truc, je me bute dessus et jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, je pense Mm. que y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur moi tant que je suis passionné. Si un jour je suis plus passionné, ça marchera pas. Et puis surtout, je vais me barrer. Ça, c'est aussi simple. Mm. Même s'il y a des opportunités, si je suis pas passionné, je peux pas faire un truc. Donc, voilà. Et puis j'ai beaucoup de, je pense que ça reste un écosystème que je vois beaucoup grossir. Et c'est pas parce que il y a 2 ans de marché un peu gênant que ça y est, c'est terminé. Et en plus, encore une fois, c'est un moment où tu peux build un edge énorme. Mm. Et l'avantage en plus en crypto, c'est qu'on n'est pas tant que ça. Et que, en fait, tant que tu n'abandonnes pas et que tu fais pas le mongol, tu stack les gens. Tu stack le networking, tu vois. Et ça, c'est un truc qui grossit très bien et c'est le plus important. C'est toujours, en anglais, ils disent, c'est pas l'important, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais, tu vois. Et ça, c'est vrai Mm. qu'en crypto, ça marche beaucoup comme ça. Il faut que tu connaisses du monde parce que c'est eux qui vont t'offrir les potentielles opportunités. Et il suffit de connaître la bonne personne qui connaît la bonne personne. Et tout de suite, tu peux créer des choses incroyables, quoi. Ok, d'accord. Et tu as un objectif personnel en crypto? Ou est-ce que tu dis, bon, bah, si j'atteins tel somme ou si j'atteins telle notoriété, après j'arrête? Ou pas forcément, autant que tu kiffes, ça n'a pas forcément de rapport avec l'argent. Admettons, je sais pas, moi, du jour au lendemain, tu as farmé le bon truc ou tu fais une win qui te permet bah, totalement d'arrêter, d'être tranquille. Ou comment tu vois les choses? Ouais, non, ça a vraiment pas rapport avec l'argent, hein. C'est tant que je suis passionné, je le ferai. Après, si moi, mes objectifs par rapport à ma trésorerie, par rapport à ce que je fais, euh, moi, je veux juste acheter une maison à la retaper, tu vois. Mon délire, c'est ça. Donc, j'ai pas Ok. besoin de beaucoup. Je suis pas si loin de mon objectif. Et c'est pas parce que je l'atteins que tout de suite je vais arrêter. Moi, je serai toujours dans cet écosystème tant qu'il me passionne. Après, moi, Ok. mon petit truc qui me fait peur, c'est si jamais on commence à être trop adopté et que ça commence à devenir trop Web 2, j'ai peur qu'on va perdre tout ce côté un peu geek. Tu vois, des fois j'ai l'impression qu'on est sur un Reddit géant, quoi. C'est trop bien. Mais si on commence à devenir un peu Web 2, un peu pro, et que ça finit que en gros dossier sur les revenus de chaque blockchain, bah, ça va devenir chiant. Et ça, Ouais. c'est un monde où je partirai par contre, tu vois. Ah ouais, ok, ok, d'accord. Et toi, pour l'instant, tu vois la crypto évoluer, parce que des fois, on ne sait pas trop, il y en a qui disent que c'est une gigabulle, qu'au final, y a rien qui va sortir de ça, mais finalement, on voit des projets comme Hyperliquid, où c'est les plus petites teams qui font le plus de revenus, on voit des pump fun, on voit des polymarkets. Donc, en même temps, il y a plein d'autres projets qui sont totalement, entre guillemets, bidons, qui ont fait qui ont eu des énormes valorisations, mais en fait, où ça n'a rien apporté. Toi, est-ce que tu es positif sur l'avenir? Je parle vraiment excepté Bitcoin, les stablecoins. Est-ce que toi, tu penses que la crypto va générer de plus en plus de hype et va convaincre de plus en plus de gens, va s'intégrer de plus en plus finalement dans l'écosystème de tous les jours, quoi, ou pas forcément, ou ça va rester une niche? Si, je pense, moi je suis très bullish. Par contre, je pense qu'on a créé une gigabulle sur tout ce qui est blockchain layer 1, layer 2, en fait. Parce que, encore une fois, il y a pas de revenus, ils gagnent très peu de revenus. Par contre, tout ce qui est apps, la plupart des apps en crypto, c'est les meilleurs revenus par employé parce qu'il y a très peu d'employés, c'est des smart contracts. Et Mm. ce qu'on peut faire avec une blockchain, en fait, c'est ça que je pense et les gens soupçonnent pas assez, c'est que les apps qu'on construit sur des blockchains, elles ont un potentiel qui est immense en termes de revenus. Et donc, je pense que on est qu'au début, hein, franchement. Hyperliquid, imagine, Ouais. le perps, c'est un truc qui n'existe pas dans le 2. Imagine demain, les gens se mettent au Mm. perps partout et Mm. Mm. qu'Hyperliquid devient le base layer de tout ça. Mais c'est inquantifiable l'argent qui va être récolté. Ouais. Enfin, Ouais, ouais, je suis c'est pas d'accord. c'est pas pour ça que je vais acheter du hype et le hold 10 ans, tu vois, mais en tout cas, c'est un Mm. token qui mérite sa place et je pense qu'on n'est pas du tout sur une bulle sur hype tant qu'il fait du revenu. Par contre, sur un Ethereum, sur un Solana ou n'importe quoi, ça, je suis un peu plus inquiet, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc pour toi, par exemple, Ethereum est survalorisé, et Solana aussi, il faudrait plus se concentrer sur des apps qui vont se construire dessus, mais tu n'irais pas mettre des sous, par exemple, sur Ethereum, Long terme, non. voilà, long terme, non. Ok, d'accord. Ah En ouais, très fait, intéressant. ma tech, elle est simple, hein. Si t'aimes Ethereum, achète du AAV. Tu regardes la charte AAV face à Ethereum, AAV a surperfé Tam depuis 2-3 ans. Et ça va que continuer parce que actuellement Ethereum il est à x400 en ratio revenu. Alors il y a des gens qui disent ça compte pas. Pour moi, il n'y a pas d'argument rationnel sinon à justifier. Il vaut quand même 400 milliards, hein. Je pense que les gens réalisent pas à quel point 400 milliards c'est énorme. Hmm. Et je dis pas qu'il va jamais performer, il va avoir ses petites sautes comme il nous a fait récemment,
Mais sur du long terme, je préfère avoir du AV que du Ethereum, 100%. Ouais. Ok, d'accord. Et à part Mega ETH et les quelques Perfzex, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu suis ou pas forcément en ce moment? Est-ce qu'il y a des tokens, des trucs sur lesquels tu es bullish ou pas Euh, spécialement? si, bah, bon, il y a MetaDAO. MetaDAO, ça me passionne bien. Ouais, Il y a Fluid que j'aime beaucoup, qui fait des choses incroyables, donc plus sur du lending, DEX. Maple, qui fait du crédit privé. En fait, tout ce qui est projet, moi je bouffe des charts, tu vois, de tout ce qui est statistique, et tout ce qui est domination d'une app, souvent je suis là, et puis j'essaie de suivre un peu. Il y a tout ce qui est TCG aussi que j'aime bien, tu sais, les ventes de cartes de Pokémon, c'est aussi un ouais. narratif qui s'est Mhm. un peu oublié, mais qui reviendra forcément, c'est vraiment des trucs qui sont très cool. Puis voilà, en fait, il y a tellement de choses. Et même Pump Fun, Pump Fun, c'est un truc que je regarde toujours parce que ça m'intéresse à voir est-ce qu'ils vont s'en sortir. Est-ce que la hype va revenir? Ça reste le launchpad le plus gros de tous Mhm. les écosystèmes. Et je pense qu'ils ont un énorme moat, un énorme mindshare là-dessus. Et je suis curieux de voir comment est-ce que le projet va repartir dès qu'il y aura un petit peu d'euphorie. Donc voilà, c'est des trucs que je suis de près, quoi. Ok, super. Bah, écoute, on arrive vers la fin de l'interview. En tout cas, bah, merci du temps que tu as donné. Je mettrai ton réseau pour les gens qui veulent te suivre, qui ne te connaissent pas. Voilà, où je pense que tu es quand même C'est quelqu'un gentil. de très intéressant à suivre. Tu as toujours des bonnes techs assez, voilà, assez techniques et tu vas bien dire les projets, donc ce qui est très cool. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour des gens qui aimeraient se lancer en crypto, qui hésitent, qui regardent, qui connaissent peut-être pas trop? Est-ce que c'est possible, c'est pas possible, il faut s'accrocher Alors, te lancer en voilà. crypto professionnellement ou Ouais, comme... l'un ou l'autre, ouais, ça pourrait être les deux. Bon, bah, professionnellement ou non, hein, dans tous les cas. Ok. Bah, je dirais que si vous voulez vous lancer en crypto dans le sens, voilà, investir, machin, tout ça, faire comme la plupart des gens, il faut faire très attention, faut prendre le temps de s'éduquer, et puis surtout, faut pas brûler ses cartes. C'est normal de perdre de l'argent au début, par contre, brûler tout son argent et plus rien avoir au moment où tu commences à Hmm. apprendre, c'est que c'est un peu débile. Donc, ne pas croire aussi que c'est comme les autres cycles. Tu as trop de gens qui sont coincés là-dedans, qui pensent qu'il Hmm. faut hold pendant 4 ans. C'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à acheter au bon moment et à vendre au bon moment. Et professionnellement, franchement, si vous avez actuellement des économies, moi je trouve que c'est un très bon moment pour se lancer. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Proposez du bon contenu, faites-vous plaisir. Et voilà, moi j'ai la plupart des gens d'ailleurs que je connais qui ont très bien réussi, ce sont juste des gens qui ont pris plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Et ça se ressent en fait dans leur contenu. Et ça, c'est un truc qui marche toujours, quoi. Donc voilà, pas trop se prendre la tête, et puis tout se passera bien. Parce que tu aimes. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, merci Joestar, très très cool. Avec Et plaisir, merci à toi. puis, ouais, merci, c'est très sympa. Bon, bah, allez. Ciao, ciao. Ouais, ciao.